Salut les histo-culino-curieux. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la gastronomie, un aliment qui nous suit depuis le début de l'humanité, mais aussi une fierté française qui a la réputation d'en faire les plus puants au monde, comme avec les poisses, le vieux Boulogne, le roquefort ou encore la fierté du Nord, le maroilles. Je parle bien sûr ici du fromage. Alors, je dédicace cette vidéo à tous les amoureux du fromage, un mets qui résiste à l'épreuve du temps, qui, avec sa diversité, offre à tout le monde la possibilité de trouver le fromage de son cœur. Alors, sortez votre café et votre tartine de camembert, partons pour un voyage historique, olfactif et gustatif. Petite note avant de commencer, sortez votre fromage le plus puant pour une immersion totale. Avant de commencer, c'est la première fois que dans cette vidéo, il y en a une partie qui est filmée à l'extérieur. Un sujet que je maîtrise plus ou moins avec mon diplôme de fermier fromager. Une vidéo qui me tient à cœur, là où le fromage coule. Il sera bien difficile de mettre une date sur le premier fromage fait par l'homme. Nous savons que cela date du néolithique ou de l'âge de la pierre polie. Cette période commence en moins 10 000 avant JC et finit en France vers moins 2500. À cette époque, on fabrique des outres faits avec des estomacs de jeunes ruminants afin de transporter l'eau ou le lait. Or, dans ces estomacs se trouve une molécule importante pour permettre aux jeunes animaux de digérer le lait, de la pressure. Et donc, lors du transport, ce dernier a simplement caillé. Quel heureux hasard! On remarque à l'époque que le lait modifié a une durée de conservation bien plus longue, et donc que le fromage a eu d'abord pour principale fonction de stocker plus longtemps la nourriture. Il était généralement consommé frais, mais de ce fait, le transport était également plus facile. On trouve des documents sumériens datant de moins 3000 ans qui montrent déjà la présence d'une dizaine de fromages différents. Et dans des mosaïques en Mésopotamie montrent les étapes de fabrication de ce mets délicieux. En Europe, le climat étant plus froid, les fromagers mettaient déjà moins de sel, ce qui faisait apparaître des moisissures et offrait au fromage un goût particulier. En Grèce antique, le fromage était dégusté le soir avec du lait caillé. Quant aux Romains, ils le mangeaient cru ou cuit. On retrouve également des documents qui expliquaient en détail la pressure, le pressage, le salage ou encore l'affinage. Aujourd'hui, nous n'avons guère changé de façon de fabriquer. Grâce au réseau routier romain, le fromage se propagea dans toute l'Europe. En latin, fromage se dit caseus, qui donnera le nom de Käse en allemand, de Cassio en italien ou de cheese en anglais. La chute de l'Empire romain fit disparaître en même temps beaucoup de recettes de fromage. Mais pendant des années, certaines recettes étaient conservées et fabriquées dans des monastères bénédictins. Même si l'historien de Charlemagne, Eginhard, fait mention d'une anecdote où lors d'un voyage de l'empereur, il se pointe à l'improviste chez un pauvre évêque. Ce dernier lui offrit le pain et le fromage. Charlemagne s'empressa de retirer les taches vertes présentes sur le fromage et son hôte lui dit gentiment qu'il retirait le meilleur. Alors l'empereur l'écouta et il tomba red dingue de ce mets délicieux et commanda chaque année 2 caisses de fromage pour Aix-la-Chapelle. Même s'il n'y a pas de preuves, les historiens pensent que l'évêque se trouvait à Vabre, à côté de Roquefort. Les croisés ramenaient aussi différentes recettes et secrets du Moyen-Orient, qui firent la prospérité financière des couvents et des églises. C'est d'ailleurs à ce moment que les appellations voient aussi le jour, comme le maroilles, le Munster, le Cîteaux ou encore le Pont-l'Évêque. C'est à partir du XIIIe siècle qu'apparurent les fromages fermiers, lorsque les femmes cherchaient d'autres types de revenus, mais aussi d'optimiser la production de lait, ce qui créa plusieurs types de fromages différents. Quant aux fromages de grande forme comme le comté, l'emmental, le gruyère ou encore le beaufort, sont des fromages résultant de la mise en commun de plusieurs villages tournant autour d'une fruitière. La fruitière est un bâtiment où l'on fabrique le fromage et qui, dans ce dernier, fructifie ou s'affine. Tous les 2 jours, les fermiers ramenaient leur lait. Et une fois ce dernier en fromage, ils venaient chercher le fruit de leur travail. Une meule de fromage, c'est environ 700 à 1000 litres de lait, soit à peu près 35 vaches par jour.
Alors, certes, aujourd'hui, il existe des fermes avec plus de vaches, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. À la Renaissance, on entendait dans les marchés parisiens Formège d'Auvergne, Formège fort de Milan, Formège de Brie, Formège de Cresme aux racines de persil, Formège de Cresme pour manger avec les fraisettes. La diversité des fromages était bien implantée, autant autour des tables des paysans que de l'aristocratie. Passons au 19e siècle. Le fromage était un bon substitut à la viande, surtout à cause de son prix. Mais ce dernier trouva ses titres de noblesse avec Talleyrand, dont on a déjà parlé, et Brillat-Savarin. Ce dernier déclara: « Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. » Mais l'histoire du fromage va prendre un nouveau virage avec un célèbre jurassien né à Dole en 1822. Et j'ai nommé... Personne ne répond. Un certain Louis Pasteur. Ça ne vous dit rien? Ce dernier découvre que de micro-organismes provoquent la fermentation de certains aliments, comme le lait, et que ces derniers peuvent être détruits à une certaine température. Pasteur établit donc que ces fermentations, comme les lactiques ou les butyriques, sont bel et bien l'œuvre d'organismes vivants. C'est donc en chauffant à 57 degrés du vin que les germes sont tués et que la pasteurisation voit le jour. Mais c'est surtout avec l'allemand Franz von Soxhlet que ce dernier eut l'idée de pasteuriser le lait. Et on voit donc la naissance des fromages avec ce lait, que les femmes enceintes peuvent manger. Aujourd'hui en France, on compte plus de 1500 variétés de fromages. Et comme disait Churchill, un pays capable de donner autant de fromage ne peut pas mourir, avec mon mauvais accent. Afin de contrôler les origines de certains fromages, aujourd'hui, il en existe 46 classés AOC, appellation d'origine contrôlée. Je ne vais pas tous les nommer, mais on pense à l'Ossoirati, le Rocamadour, la Fourme d'Ambert, le Mondeur et bien d'autres. Pour finir avec des chiffres, la France produit aujourd'hui 1,8 million de tonnes de fromage par an et le fromage a encore un bel avenir. Bref, passons à la suite. Comme précisé en début de vidéo, nous allons visiter 2 fermes. Donc, continuez à rester assis ou à faire votre sport en écoutant votre nouveau youtubeur préféré. On part dans la Bresse. Nous voici donc à Saint-Vincent-de-Bresse, dans la ferme d'Alexia et Jérémy. Merveilleux prénom. Cet établissement se nomme Au cœur de la ferme. Ils ont eu la gentillesse de me recevoir. Ils possèdent une vingtaine de chèvres et 2 vaches. Ils produisent aussi plein d'autres choses comme du miel par exemple. Mais ce n'est pas le sujet. Principalement, c'est Jérémy qui s'occupe des animaux et donc de la traite, qui est faite manuellement. Notons quand même que ces chèvres sont très affectueuses. Tout est une question de technique et d'habitude. Avec si peu d'animaux, il est inutile d'avoir des machines qui prennent plus de temps à nettoyer et la qualité du lait est meilleure. Ensuite, passage du lait dans le filtre et dans le pot à lait pour la fromagère. Avant de passer chez la fromagère, je vais faire un saut dans une autre exploitation, chez un ami Vincent, une ferme qui n'a pas du tout la même ampleur. Chez lui, ce sont les robots qui traient les vaches, et j'ai trouvé cela sympa de vous le montrer. Nous sommes toujours dans un élevage bio, où les animaux sont extrêmement bien soignés. La traite robotique a plusieurs avantages, libérer une partie de temps pour l'éleveur, mais surtout de permettre à la vache d'y aller plus ou moins quand elle veut, mais aussi d'avoir un suivi de l'animal à chaque traite, ce qui améliore fortement le suivi. Il y a sûrement aussi d'autres avantages et des inconvénients, mais je tiens à préciser encore que Vincent et son frère sont de très bons éleveurs. Le robot va d'abord nettoyer les trayons, mais aussi stimuler la lactation. Ensuite, grâce toujours au capteur, il place les manchons trayeurs à la bonne place. Et c'est parti pour la traite. Comme on voit sur l'écran, tout est enregistré. Allez, retournons à nos fromages de chèvre. Nous revoilà donc avec Alexia, notre gentille fromagère, qui met le lait dans des bassines et lui ajoute de la pression. Ensuite, il faudra attendre entre 24 et 48 heures, selon le fromager, pour pouvoir les mouler. Notons que Alexia fait ses fromages à la louche. Elle passe d'abord une fois, puis elle repasse une deuxième fois pour finir le saut.
En général, 24 heures plus tard, les fromages sont retournés, puis salés. Malheureusement, la caméra n'a pas fonctionné. Ensuite, ils seront démoulés, finiront de perdre leur petit lait, pour finir dans la cave d'affinage pendant quelques jours. Il ne reste plus qu'à les déguster. Eh, ça y est, vous êtes de retour. Je tiens à dire merci à ces deux fermiers / agriculteurs qui ont bien voulu ouvrir leurs portes afin de faire découvrir leur métier. Mais ce n'est pas fini. Comme à chaque vidéo, on va faire une petite recette, une galette de fromage au chou-fleur. Une des meilleures recettes afin de faire manger ce super légume à vos petits chérubins. Alors sortez vos fouets de cuisine et votre petit tablier. C'est parti! On commence tout de suite avec le chou-fleur, que vous coupez grossièrement. Cela permet qu'il cuise plus vite. Et plouf dans l'eau. Le temps de la cuisson, on va préparer le reste des ingrédients. On commence par l'oignon, l'ail, puis les herbes, comme la menthe, la verveine citronnée et le romarin qu'on hache en petits morceaux. C'est au tour du fromage frais que l'on découpe également. Et ensuite, on le met dans le saladier avec les autres ingrédients. Puis, on rajoute les œufs, la crème fraîche et on mélange. On finit par ajouter la farine. Rajouter un peu d'huile d'olive. On revient sur notre chou-fleur qui a fini de cuire. Vous pouvez le laisser refroidir un peu si vous le souhaitez. Mais là, l'idée est de le couper encore en petits morceaux et de l'ajouter à la préparation. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à cuire vos galettes. Je passe sur mon piano de cuisson, car sur ma plaque à induction, je gère moins bien la chaleur. Laissez cuire à feu doux et une fois qu'une face est bien saisie, retournez-la. Voilà, votre galette est prête. Avec une petite salade, c'était vraiment délicieux. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. On peut en faire tout un fromage et il y a du fromage pour tout le monde, même sans les animaux. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça du fromage, étymologiquement parlant. Donc, la prochaine fois que vous croquez dans votre sandwich au fromage préféré ou que vous savourez une délicieuse pizza garnie de fromage fondant, prenez une minute pour apprécier l'histoire qui se cache derrière chaque bouchée. Le fromage a accompagné depuis le début l'humanité. Il est toujours bon de lui rendre hommage, ainsi qu'à tous ces fromagers et ces fermiers qui les fabriquent tous les jours. Passons donc à nos expressions, avec en faire tout un fromage, qui signifie complexifier inutilement une situation. Elle aurait une explication toute logique, car comme on l'a vu, le fromage vient du lait, qui est un produit simple. Et une fois transformé, le rend complexe. On trouve donc cette origine au XXe siècle. Pas de quoi en faire un fromage. Continuons avec l'expression « laisser le chat aller au fromage ». Expression un peu désuète aujourd'hui, qui signifie offrir sa chasteté chez une damoiselle avant le mariage. Nous connaissons tous l'attirance pour le chat sur les produits laitiers, mais défendus, mais tellement appréciés. Cela donne une image tortueuse, mais gourmande. Dans les bonnes maisons, on ne laisse pas le chat aller au fromage. On comprend bien pourquoi, avec les mœurs d'aujourd'hui, cette expression n'est plus utilisée. Finissons-en avec l'expression « entre la poire et le fromage ». Cette dernière signifie que l'on laisse place à la confidence lorsque la confiance est installée. Elle prend ses origines au Moyen-Âge, où à l'époque, le fromage était armé pour les pauvres. Et donc, pour se différencier de ces derniers, les classes nobles devaient élaborer des stratégies pour en manger sans passer pour un gueux. Alors, avant de consommer le fondue, ils mangeaient une poire pour se donner bonne prestance, sachant qu'à l'époque, les fruits fragiles comme la poire ne sont réservés qu'à la haute noblesse. Il ne fallait surtout pas en parler aux paysans, histoire de ne pas partager le bon goût. Je vous dis infiniment merci d'avoir suivi cette vidéo.
plus long que d'habitude, mais qui me tient à cœur depuis un bout de temps. Je remercie encore Alexia, Jérémy et Vincent de m'avoir accueilli dans leur domaine. Vous trouverez pour certains leurs liens en description. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour me suivre dans mes aventures culinaires. Je suis toujours curieux de vos avis et de vos envies. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les histo-culino-curieux.